Jour est le docteur Ahmed Dipatien-Idba Patrick Lega. Il est le directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur à BBDA. Et avec lui, nous parlons aujourd'hui de l'intelligence artificielle et la propriété intellectuelle. Bonjour et bienvenue DG. Oui, bonjour M. Kabori. Alors, je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que l'intérêt de cette thématique, eh bien, c'est en lien avec le travail qui a été fait par le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA à la SNC qui s'est clôturé le week-end dernier, un panel qui a tenu en haleine les festivaliers, les différents acteurs du monde culturel au niveau de Bobo-Dioulasso. Et pour aborder le sujet, comment est-ce qu'on peut définir déjà assez simplement le lien entre l'intelligence artificielle et la propriété intellectuelle, et aussi pourquoi est-ce que c'est un sujet qui de plus en plus constitue une préoccupation majeure au sein du BBDA? Ok, merci bien pour la tribune que vous nous offrez, bien sûr, de pouvoir échanger autour de cette thématique qui est vraiment une technologie en face de devenir une clé même de l'avenir. Bon, c'est une technologie qui n'est pas nouvelle. Effectivement, ces derniers moments, c'est en train de prendre en tout cas une place grandissante en Afrique, mais c'était vraiment d'actualité. Il y a de cela des dizaines d'années dans les autres continents. Effectivement, nous venons de rentrer de la 22e édition de la SNC, là où un certain nombre d'activités ont été réalisées. Et parmi ces activités vraiment d'information, de sensibilisation et de communication avec, non seulement avec l'opinion, avec les membres du bureau, figurait en tout cas cette thématique qui a été organisée à l'université. Il s'agit bien sûr de l'intelligence artificielle, comment cette intelligence, cette technologie-là agit sur la propriété littéraire et artistique. Mais disons dans un premier temps que en fait l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques informatiques et des systèmes qui est capable de simuler l'intelligence humaine pour arriver à régler des problèmes complexes, depuis le raisonnement, l'apprentissage, la planification et la création. Voilà que quand ça touche la création, ça touche en même temps la propriété littéraire et artistique. Alors que le droit d'auteur peut être défini comme étant le fait que l'auteur puisse, d'une œuvre de l'esprit, puisse jouir de cette œuvre du seul fait de sa création. Du seul fait de sa création, d'un droit de propriété qui lui soit attaché, qui est inaliénable et aussi est exclusif, qui est opposable également à tous. Alors, partant de ces principes, il y a des critères de la création. Il y a notamment l'auteur humain qui est à considérer, il y a l'originalité à l'intérieur à considérer et il y a la preuve de la créativité. Bon, sur ce tableau, il faut dire que l'IA pose un certain nombre de questions sur l'originalité même de l'œuvre, sur la titularité et la paternité, la titularité des droits et la paternité des œuvres, et aussi l'exploitation massive de ces œuvres-là. Alors, sur ces notes, comprenez que c'est assez difficile de pouvoir en tout cas rester en marge de ça, parce qu'au niveau de la gestion collective, il faut une autorisation au préalable avant d'utiliser les œuvres créées par l'esprit humain, créées par l'homme d'une manière générale. Donc ça pose véritablement des enjeux juridiques, économiques et même culturels. Voilà pourquoi le bureau burkinabé du droit d'auteur, depuis un certain temps, est à l'œuvre pour voir comment apporter sa contribution dans le seul but de protéger les créateurs de l'esprit, œuvrer à améliorer les conditions de vie et de travail de ses membres. Lorsqu'une œuvre est créée par l'intelligence artificielle, ça peut être une chanson, ça peut être un livre, lorsque c'est fait, à qui appartient réellement la paternité? Est-ce qu'il est possible pour l'humain de revendiquer les droits d'auteur à ce niveau-là? Alors, c'est là où se situent véritablement les questions cruciales du thème sur l'intelligence artificielle. Mais pour répondre à cette question, il y a des courants et il y a des théories qui essaient véritablement de réfléchir sur la question. Et par exemple, le courant classique lui défend le maintien
des choses actuelles, surtout en Afrique, en ce sens que la conception d'une œuvre de l'esprit est véritablement du fait de l'homme. Et serait vraiment aberrant qu'on puisse octroyer les droits d'une œuvre de l'esprit à une machine. Bon, il faut comprendre ici que ce courant-là essaie de mettre en avant le droit moral, puisque au niveau de la gestion collective, il y a deux catégories de droits. Il y a le droit moral et il y a le droit patrimonial. Le droit moral, ça c'est inaliénable et insaisissable. Par contre, le droit patrimonial, ça c'est exclusif, c'est ça qui est monnayable, c'est ça qui génère les redevances. Donc ce courant-là qui est véritablement attaché à cela trouve que les œuvres de l'IA sont des œuvres qui doivent être tombées dans le domaine public, c'est-à-dire des œuvres qui n'appartiennent à personne, et à partir de là, ils ne peuvent pas véritablement faire l'objet d'une gestion collective. À côté de ce courant, il y a le courant réformateur, assez minoritaire, mais en plein essor actuellement. Eux, ils pensent que l'IA ne peut pas, à la date d'aujourd'hui, générer par elle seule une œuvre. D'ailleurs, il y a deux catégories d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle automate et il y a l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle générative qui s'appuie sur des données pour générer. Donc on génère avec, mais on ne génère pas par. Et c'est beaucoup plus cette intelligence artificielle-là qui est en tout cas beaucoup plus, qui affecte d'ailleurs le secteur de la culture. Donc à ce moment, eux ils pensent véritablement qu'on peut voir la contribution de la personne humaine dans la création de l'œuvre. Et que dans le processus de répartition, peut-être des taux ou des coefficients de droits d'auteur peuvent être affectés à la machine et l'auteur aussi à l'homme. Mais néanmoins, il pose quand même la préoccupation de voir quel est le niveau de contribution de l'homme à l'intérieur. Est-ce que c'est une contribution minoritaire ou est-ce une contribution majoritaire? À partir de ça maintenant, ils disent aussi à un certain moment pourquoi ne pas donner un statut spécifique, c'est-à-dire un statut subgénérique aux œuvres générées par l'IA et pouvoir maintenant recodifier les textes et faire les processus en tout cas de répartition et autres. Certes, ce courant essaie de combler le vide juridique tout en tentant de protéger en tout cas l'auteur. Mais à côté, ou bien au milieu de ces deux courants-là, il y a un autre courant qui est en train d'émerger, là où eux aussi, ils pensent qu'on peut octroyer les droits à celui qui a paramétré ou qui a supervisé l'intelligence artificielle pour générer l'œuvre. Ou aussi de trouver un statut générique, bien sûr, pour ces œuvres-là. Alors, partant de ça, il faut dire qu'il y a vraiment la nécessité de pouvoir en tout cas en trouver une solution, parce que tous reconnaissent que l'IA, il faut faire avec. Voilà. Pour ceux qui nous prennent en marche, parce qu'il y en a qui nous écoutent sur la radio, on rappelle que le directeur général du Bureau burkinabé du droit d'auteur est notre invité du jour. Suivant vos explications, une question qui me vient à l'esprit, quand on a un acteur répertorié au niveau du BBDA, qui arrive à produire une œuvre, justement vous êtes en pleine préparation pour la répartition du mois de mai, qui produit une œuvre générée par l'intelligence artificielle, et le BBDA a aujourd'hui les mécanismes pour les détecter, comparativement à une autre personne qui l'a gérée avec uniquement son esprit, son mental, tout seul de façon autonome. Au niveau de la répartition, comment ça se passe déjà? Parce qu'il y a plusieurs courants déjà. C'est ça. Sur lequel est-ce que vous illustrez? Est-ce que c'est sur l'aspect moral où vous estimez que pour toute chose, il y a l'esprit humain qui a été utilisé? Alors, à la date d'aujourd'hui, le BBDA ne fait pas de la protection juridique des œuvres générées avec l'intelligence artificielle. Cela veut dire que si une œuvre est générée, que ce soit de la musique, que ce soit la littérature, que ce soit le film et même AGP,
Si une œuvre est générée avec l'intelligence artificielle, il ne peut pas bénéficier de la protection juridique, donc il ne peut pas rentrer dans le processus de gestion collective au niveau du bureau burkinabé. Il n'est pas du tout reconnu. Il n'est pas du tout reconnu, il n'est pas du tout accepté. C'est jusqu'à présent, c'est les œuvres créées par les hommes. Néanmoins, au niveau international, il y a quand même cette évolution des droits. Par exemple, si je prends le droit américain demande à ce qu'il y ait un degré minimum de créativité de l'intervention humaine. Pour peu qu'on arrive à le prouver, ces œuvres peuvent rentrer dans le processus de gestion collective ou de répartition. Si je prends le droit du Royaume-Uni ou de l'Inde, eux, ils demandent à ce qu'on accorde même une licence générale pour ces genres d'œuvres. Eux, ils ne sont pas contents, mais ils trouvent quand même qu'on peut trouver une licence spécifique, tout comme les licences qu'on donne aux radios, qu'on donne aux télé, qu'on donne à ceux qui font des séances occasionnelles, qu'on trouve une licence spécifique pour donner aux œuvres générées par l'IA. Et là, ça modifie également tout le processus. Si on prend le droit français, le droit français demande à ce qu'une autorisation soit obtenue. Puisque l'intelligence artificielle va utiliser des données existantes. Si ces données proviennent des œuvres déjà protégées, qui puissent avoir une autorisation de ces auteurs de base pour pouvoir le faire. Ou en créant l'œuvre qui mentionne que c'est une œuvre créée avec l'intelligence artificielle, ou pourquoi pas mettre en place un autre dispositif de rémunération, comme ce qui se fait comme pour les RCP, les rémunérations pour copie privée ou les rémunérations par reprographie des œuvres. Bon, donc vous voyez qu'à l'intérieur, il pose en tout cas fondamentalement la nécessité d'une perception et d'une taxation des œuvres produites avec l'IA. Par contre, le droit au niveau de l'Organisation africaine de la propriété littéraire, dont le Burkina Faso et une bonne partie des pays africains et sont membres, eux, repose sur une conception autopocentrée sur la personne de l'auteur, la personne physique de l'auteur. Seule une personne physique peut être titulaire et père d'une œuvre. Sur cette base, il n'y a pas une possibilité quelconque de pouvoir enregistrer dans les bases des organismes de gestion collective une œuvre créée ou générée avec l'intelligence artificielle. Bon, ce qui est normal, parce que c'est les bases, c'est les fondamentales traditionnelles de cela, même si ça crée un vide normatif et une injustice, une insécurité juridique pour les créateurs et aussi pour ceux qui sont appelés à exploiter ces œuvres produites avec l'intelligence artificielle. Quand on regarde l'intelligence artificielle, c'est une donnée sur laquelle il faut désormais compter dans tous les secteurs d'activité. Et dès lors qu'on a pleinement conscience que les lois actuelles sur les droits d'auteur peuvent ne pas nécessairement être adaptées avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, quels sont les mécanismes que l'on pourrait mettre en place? Est-ce qu'il faut passer à la création d'un nouveau statut juridique sur les œuvres issues exclusivement de cette technologie qui est l'intelligence artificielle selon vous, pour nos pays? Oui, effectivement, l'intelligence artificielle n'est pas aucun secteur. Si on prend le secteur de la santé, on arrive à faire des diagnostics des maladies très très approfondis. Si on prend au niveau de l'automatisation, il y a les services clientèle et autres sont faits avec ça. Si on prend au niveau des transports aussi, c'est-à-dire que ça n'est pas même aucun au secteur. Niveau sécuritaire. Oui, même au niveau sécuritaire, ça n'est pas aucun secteur. Mais maintenant, les secteurs ne sont pas les mêmes. Les secteurs hautement de créativité, là où on a besoin de la présence et de la participation de l'homme. Quand on prend un produit culturel n'est pas un produit tout comme les autres. C'est pas un produit comme un téléphone, c'est pas un produit comme comme un appareil photo, un ordinateur ou une voiture, mais c'est un produit qui porte une identité d'une culture. C'est un produit chargé de sens, qui a des valeurs, des symboles, qui communique. Alors, donc, partant sur cette base, une machine qui travaille sur de l'automatisme pour arriver à mettre sur le marché des produits, plusieurs questions et plusieurs problèmes se posent. Quelle est la valeur? Quelle est la culture? Quels sont les symboles ethniques et identitaires que ces œuvres la mettent sur le marché? Et là, comme vous l'avez reconnu, l'enjeu n'est pas
d'arrêter la pénétration de l'intelligence artificielle dans le secteur culturel, mais c'est d'arriver à faire la part des choses. Même si on prend au niveau de la machine, il y a un courant qui pense que c'est celui qui a paramétré ou supervisé l'utilisation de l'IA pour générer l'œuvre. Mais il y a celui qui a inventé l'intelligence artificielle. Il y a, c'est le concepteur, il y a celui qui l'a acheté. Si on est dans le cas d'une personne morale, votre entreprise peut acheter l'intelligence artificielle et vous le permettez et vous l'utilisez. Et ce droit dit que c'est à vous qu'on doit donner le droit, alors que vous travaillez pour une entité. Et l'entité allait acheter avec un concepteur. Bon, donc vous voyez qu'il y a tout cet ensemble de problèmes qui se posent et qu'il y a une nécessité de pouvoir clarifier. L'enjeu actuellement, c'est d'arriver à trouver un équilibre pour ne pas mettre à nu ou pour ne pas spolier les droits des créateurs et aussi pour ne pas forcément freiner la pénétration de cette technologie-là, qui a aussi des avantages. Par exemple, la consommation massive, la préservation et même la conservation d'un certain nombre de choses. En Afrique du Sud, il y a un projet Bascan qui permet de codifier et de transcrire des langues en voie de disparition. Vous voyez que dans nos cultures, il y a un certain nombre d'expressions culturelles qui sont en voie de disparition. Donc, cette intelligence artificielle peut permettre véritablement de faire ce travail de codification, de transmission et de valorisation de nos expressions. Donc, il ne faut pas la jeter tout en bloc, mais c'est de voir comment trouver le juste milieu et permettre réellement que les créateurs puissent vivre de leur art. Tout à l'heure, déjà, vous avez dit un aspect qui retient un peu mon attention, oui. C'est l'importance sur le plan culturel, parce qu'il y a cette particularité que la culture a lorsqu'on se retrouve en face d'une œuvre générée par l'intelligence artificielle. Et là, je vais prendre deux exemples. Oui. Quand on prend un tableau qui a été généré, dont l'inspiration est venue de l'intelligence artificielle, quand on prend de l'autre côté une chanson moderne ou traditionnelle qui a été générée sur la base de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui manque? Parce qu'on sent qu'il y a un élément culturel que vous avez voulu souligner qui n'existe pas, que l'on ne retrouve pas lorsque ce n'est pas authentiquement lié à l'esprit humain. C'est ça. C'est comme on le disait tout de suite. Et l'intelligence artificielle, si vous voulez, ne comprend même pas ce qu'elle fait. Mais elle se fonde sur un certain nombre de un ordre qu'on lui donne. Exact. On lui donne un ordre. On peut lui dire, je veux une chanson d'amour, et avec une voix qui essaie de raconter telle chose. Et l'intelligence va aller dans les métadonnées de tout le monde entier pour aller puiser des éléments et venir vous fournir quelque chose qui est extraordinaire. Extraordinaire. Certes, ça va faire vivre les mélomanes, ainsi de suite, mais ce n'est pas la même chose qu'un artiste à partir de son inspiration, sur du vécu, sur son quotidien, sur l'expérience et sur un certain nombre de valeurs, il crée et il essaie de produire pour diffuser. Donc vous voyez que véritablement, voilà, c'est vraiment de l'endogénité, c'est vraiment de l'originalité, c'est de la créativité. Mais l'autre va chercher les informations, et couper, ramasser, et puis il vient, il fait maintenant sa cocotte, et puis il met sur le marché. C'est vraiment ça le risque. Avec vos explications, je me jette sur une autre question, parce que l'intelligence artificielle, vous l'avez dit, va sur de nombreuses recherches, parmi lesquelles l'intelligence artificielle peut s'appuyer sur une œuvre que moi, Serge Kaboré, j'ai produit sur la base de mes expériences et tout, c'est l'esprit humain qui l'a créé. Est-ce que quand l'intelligence artificielle s'entraîne sur des données déjà existantes, est-ce que ça peut constituer une violation du droit d'auteur? Bien sûr. Nous voyons même au Burkina Faso qu'il y a des structures qui protègent les données à caractère personnel. Exactement. Mais si l'intelligence va utiliser ces données, c'est une violation. Surtout si ces données ont fait l'objet de protection d'une œuvre littéraire ou artistique qui a fait l'objet d'une protection juridique du droit d'auteur. Et le droit d'auteur dit que c'est opposable à tous. Et donc, pour pouvoir exploiter cette œuvre, il faut avoir une autorisation, soit de l'auteur ou bien de l'organisme de gestion collective. Et celui qui n'utilise pas ça enfreint la loi.
Donc cette machine dont vous avez supervisé et paramétré, qui allait chercher des données qui m'appartiennent pour faire une œuvre dont vous allez réclamer la paternité, c'est une violation vraiment grave du droit d'auteur. Partant de là, comment concrètement on peut protéger les artistes burkinabés, notamment contre l'exploitation de leurs œuvres par l'intelligence artificielle? Alors, c'est vraiment la question centrale des stratégies actuellement, de la quasi-totalité des structures de gestion collective, c'est d'arriver réellement à informer, à sensibiliser les auteurs de la présence de cette technologie et des risques que cette technologie peut faire sur leurs œuvres. Alors, si une fois que cela est fait, c'est aussi d'arriver à voir est-ce que les outils et les instruments en place sont en phase pour traiter la question. Et l'autre aspect, c'est aussi de voir comment les acteurs eux-mêmes peuvent contribuer à avoir les métadonnées de leur production qui puissent être protégées. Parce qu'il y a beaucoup de productions qui n'ont pas de métadonnées. Les métadonnées, c'est ce qui permet que toute structure de gestion collective puisse reconnaître votre chanson là où ça vient et comment il faut faire pour l'avoir. Par exemple, si vous produisez et qu'il manque les métadonnées et votre œuvre est exploitée en Chine ou au Japon, on ne pourra pas savoir que ça vient du Burkina Faso et que c'est protégé au BBDA. Mais avec les métadonnées qui sont universelles, tous les bureaux reconnaissent automatiquement votre œuvre. Donc, c'est de travailler réellement à avoir ces métadonnées-là et à les protéger au niveau du bureau. Et puis, essayer de voir comment ils peuvent aussi exploiter l'intelligence artificielle, voilà, dans leur vécu, voilà, pour ne pas vraiment être assujetti à ces risques. Quelles sont les actions concrètes que le Bureau burkinabé du droit d'auteur mène face à cette révolution technologique auquel on ne peut se défiler ou on ne peut se passer? D'abord, le bureau participe au niveau institutionnel à des réflexions, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Il participe en tout cas à un certain nombre de réflexions pour apporter sa contribution. Et aussi, il y a tout un ensemble de toilettage, de diagnostics qui a été fait au niveau du bureau, que ce soit au niveau des textes, pour voir à quel niveau il faut réellement retoucher et quels sont les outils à mettre en place, quels sont les logiciels métiers à disposer pour pouvoir encadrer. Il y a aussi les actions de sensibilisation et d'information comme ce que nous venons d'organiser à Bobo, à Mar de la SNC. Et bientôt, il y aura aussi des actions de formation parce que des enquêtes ont montré que moins de 10% des membres connaissent l'intelligence artificielle et 1 ou 2% l'utilisent ou savent comment l'utiliser. Tout le reste véritablement est dans une méconnaissance de cet outil-là qui pourtant est en train de révolutionner. Quelqu'un disait que dans 5 ans, si un acteur culturel véritablement ne sait pas de quoi il s'agit, de l'utiliser non seulement pour protéger ses œuvres et un certain nombre de choses, il va falloir qu'il ferme la boutique parce qu'il sera totalement dépassé. Donc voilà un certain nombre d'éléments de modernisation du dispositif et des outils que nous sommes en train de faire et nous apportons aussi nos contributions à la réflexion. Voilà. D'ailleurs, nous travaillons avec le ministère en charge de la transition digitale, en tout cas sur un certain nombre de procédés, sur un certain nombre d'outils et aussi un protocole en cours de signature pour permettre réellement de pouvoir avancer sereinement et protéger les auteurs. Dans un contexte de pleine affirmation de la souveraineté, comment éviter une colonisation numérique des œuvres africaines par certaines grandes plateformes technologiques? Alors, ça c'est vraiment un défi, je dirais, national, dont pas seulement les acteurs culturels, mais l'ensemble des acteurs même de développement du Burkina Faso doivent se donner la main pour pouvoir combattre cela. Parce que si nous regardons les plateformes numériques comme les Facebook, les YouTube, les Spotify, les Diesel, ainsi de suite, ils n'ont même pas leur représentation au Burkina Faso. Exactement. Pourtant,
la population ne peut pas passer 1h30 sans consommer, mais ça génère des milliards et des milliards pour ces derniers. Il y a une étude qui montre qu'au niveau mondial, il n'y avait que 5 pays dont leur richesse dépassait véritablement ces géants. Donc c'est voir jusqu'à où c'est vraiment des opérateurs très très costauds. Mais dans le cadre en tout cas de la gestion collective, nos recherches nous ont amené à comprendre que la majeure partie de ces plateformes internationales ont leur représentation au niveau de l'Afrique du Sud. Alors, donc, par le biais des accords de réciprocité, nous avons notre répondant qui est en Afrique du Sud, appelé Capasso, qui nous représente sur le territoire, qui négocie. Et aussi, dans notre démarche, c'est aussi de voir comment cette possibilité peut être en tout cas donnée au bureau burkinabé, d'agir directement avec ces derniers afin de veiller à la bonne utilisation, à la bonne exploitation du répertoire burkinabé et par ces plateformes-là. Et je crois que même un protocole a été signé et en cours également d'actualisation pour prendre en compte un certain nombre de déclinaisons, passant par les transferts de technicité, par les partages de technologies, pour réellement pouvoir au moins surveiller et suivre sur le territoire burkinabé l'exploitation des œuvres sur ces plateformes. Vous imaginez que vous et moi, au Burkina Faso, nous jouons une musique, je ne sais pas, d'un artiste burkinabé protégé au bureau burkinabé des droits d'auteur sur YouTube. C'est quelqu'un qui se trouve à quelque part qui doit pouvoir collecter ça et nous transférer. Tout simplement parce qu'on n'a pas un interlocuteur de ces plateformes-là. Néanmoins, au Burkina Faso, il y a quelques plateformes qui sont installées dont nous connaissons très bien, qui essaient de diffuser des productions littéraires artistiques. Il y a des protocoles en cours. Du reste, il y a eu plusieurs rencontres avec ces derniers, des échanges pour voir la modalité même de taxation, de perception et comment le protocole doit pouvoir en tout cas être fait. Et je crois qu'en 2026, ça c'est une réalité et que la perception sur l'exploitation des plateformes numériques va se faire. L'autre côté, je crois que ça sera aussi une réalité dans un futur très très proche. Lorsqu'on a mené au cours de nos échanges à piler à face justement l'intelligence artificielle et la propriété intellectuelle, du regard du directeur général du BBDA que vous êtes, oui, l'intelligence artificielle représente-t-elle une menace ou plutôt une opportunité pour la création artistique locale? Alors, on va dire que l'intelligence artificielle représente c'est une opportunité et un défi. D'accord. Voilà, pour la création artistique et littéraire au Burkina Faso. Une opportunité, on l'avait dit tout de suite, ça permet, pourquoi pas, à l'artiste de chercher des inspirations. Ça peut permettre à l'artiste de vérifier son œuvre. Ça peut permettre la préservation et la conservation des productions. Ça peut permettre une diffusion ou une consommation massive des œuvres littéraires et artistiques. Donc, sur ce tableau, c'est une opportunité. Mais, l'autre côté, il y a le défi, là où il faut veiller à ce que cette technologie ne fragilise pas véritablement le droit des créateurs. Voilà. Il faut veiller à ce que ces machines ou ces algorithmes-là ne remplacent pas l'homme dans la création des œuvres. Parce que si c'est sur ce tableau, notre patrimoine, que nous devons réellement réaliser un certain nombre de choses, même faire notre développement, et que cela peut être dérangé par des machines, par des algorithmes, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on risque véritablement d'éduquer ou d'enseigner les enfants avec des choses qui ne viennent pas totalement de chez nous. Et là, le développement endogène voulu risque en tout cas de prendre quand même un petit coup. Alors, pour finir, DG, oui, quelle vision d'avenir le Bureau burkinabé du droit d'auteur propose-t-il aux différents créateurs que nous avons? Alors, la vision du Bureau burkinabé, c'est réellement d'accompagner les créateurs dans cette transition
technologiques, c'est d'arriver à défendre leurs droits et faire en sorte que l'innovation leur profite plus qu'il leur crée des problèmes ou des soucis. Comme je vous le disais tantôt, et l'objectif n'est pas forcément de freiner l'intelligence artificielle, mais de construire un environnement où création et technologie et justice économique doivent pouvoir cohabiter. Parce que nous le savons, l'intelligence artificielle ne comprend pas ce qu'elle fait, comme je le disais tantôt, mais il identifie en fait des régularités statistiques pour pouvoir en tout cas fournir des tâches complexes, ce qui d'ailleurs la rend très puissante, mais quand même elle est sujette à des erreurs ou quelquefois des hallucinations. Et c'est ça le risque qu'il faut endiguer, c'est ça le risque que réellement il faut l'affronter à temps pour que ça ne puisse pas vraiment renverser et créer des effets inattendus au niveau de ce secteur de créativité. Alors un dernier mot pour terminer déjà. Oui, le dernier mot c'est vraiment reconnaître le talent et la créativité des artistes burkinabés. Leur contribution bien sûr au développement économique et social, leur contribution au retour de la cohésion sociale, de l'amour de l'autre, au retour total de tous les territoires burkinabés est vraiment attendu et salué. Donc l'invitation c'est qu'ils puissent contribuer dans leur production à fournir ce qu'ils peuvent en tout cas apporter à toutes les techniques, à toutes tous les mécanismes en place et pour un développement auto-entretenu du Burkina Faso. C'est aussi reconnaître le travail d'arrache-pied, bien sûr, des acteurs de développement du Burkina Faso, qui nous permettent en tout cas de pouvoir avancer jour et nuit dans nos tâches, dans notre quotidien. Voilà, cela vraiment c'est une très très bonne chose que nous voulons saluer, sans oublier bien sûr tous les travailleurs du bureau qui se donnent à fond pour que les choses en tout cas puissent se faire pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes. Docteur Ahmed Ipaté-Edouard Patrick Lega, directeur général du BBDA, merci à vous d'avoir accepté cette invitation du Déj Matinal Info de Twi TV et Watt FM. Merci à vous aussi. Également merci à vous auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Twi